Bonjour à tous et particulièrement aux partenaires et membres de la Chambre de commerce France-Canada. Bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Préparer demain, aujourd'hui, la pandémie et ses suites. Comment mieux comprendre le Covid-19, ses effets pandémiques, sociaux, économiques, de façon à entrevoir les avenues possibles qui se profilent dans les prochains mois, et ce, des deux côtés de l'Atlantique. J'espère que vous portez bien, que vous soyez en France, au Canada ou ailleurs. Mon nom est Xavier Van Overmeer, je suis associé du bureau d'avocats Denton, spécialisé en commerce international. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un bureau international situé partout dans le monde, dans plus de 74 pays, à travers plus de 182 bureaux, avec une place bien connue au Canada et en France. Alors nous sommes par ailleurs très fiers de compter parmi nous, dans notre équipe, M. Philippe Couillard, notre intervenant de ce jour, en qualité de conseiller principal affaires. Alors, avant de vous retrouver d'ici une vingtaine de minutes, je vous souhaite un excellent webinaire et cède la parole sans plus tarder au président de la Chambre de commerce France-Canada, M. Daniel Jouanneau. Merci Xavier. Monsieur le Premier ministre, le Canada et la France, comme le monde entier, sont confrontés à un même défi. Comment protéger la santé de leur population face à la pandémie, priorité des priorités? Comment affronter, pour reprendre votre expression, une situation sans mode d'emploi? Comment préparer en même temps la reprise économique pour sauver les entreprises et empêcher une très grave crise sociale? Pour la Chambre de commerce France-Canada, dont la raison d'être est de favoriser les partenariats entre entreprises des deux côtés de l'Atlantique, et pour toutes les sociétés qui adhèrent à la Chambre ou participent régulièrement à ces activités, avoir dans ce contexte marqué par de très grandes incertitudes un regard canadien est précieux. C'est pourquoi, au nom de la Chambre et de son comité exécutif, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cet échange par webinaire, organisé grâce à Dentons Canada, dont vous êtes le conseiller principal, et plus particulièrement grâce à Xavier Van Overmeer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir et un honneur pour moi de me joindre à vous et à l'auditoire de la Chambre de commerce. Je profiterai, comme Xavier l'a fait, par souhaiter la meilleure santé possible à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent, de même qu'à leurs proches. Et vous indique au passage que Dentons a mis sur pied un centre de ressources sur la COVID que vous pourrez trouver sur le site web du bureau de la firme. Xavier, d'ailleurs, va indiquer dans la ligne chat les coordonnées de ce site. Mais allons sans plus attendre au cœur de notre présentation sur cette pandémie que nous connaissons tous et toutes, que nous vivons tous et toutes, et comment on peut entrevoir, bien sûr, de la vivre et surtout comment on peut entrevoir le monde qui va surgir après cette pandémie. Je vais vous faire, rassurez-vous, de façon très brève, un rappel biologique. Je suis certain que vos souvenirs de collège sont très frais à vos mémoires, mais je vous rappelle que le bloc fondamental de la vie, de l'organisation de la vie, c'est la cellule, avec un ensemble d'organismes, de micro-organismes, d'organisations qui lui permettent d'être autonomes, de se nourrir, de se reproduire et bien sûr de produire des substances telles que des protéines au moyen du matériel génétique. Vous entendez beaucoup parler de matériel génétique. Rappelez-vous que c'est l'ADN qui est le code, qui est le livre de code, et l'ARN qui permet de synthétiser des protéines comme l'insuline, par exemple. L'insuline est faite de cette façon grâce au matériel génétique. Par rapport à la cellule normale et à la bactérie, qui est une forme intermédiaire entre les deux, notre virus, il est tout petit. Vous voyez comme il est petit par rapport à la cellule. Et il est très simple. Ce n'est qu'une capsule avec le matériel génétique, selon les cas de l'ARN ou de l'ADN. Dans le cas qui nous occupe, c'est de l'ARN. Une bactérie est un peu plus compliquée. On n'en parlera pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce virus? C'est un hacker. On connaît tous l'expression dans le domaine informatique. Le virus, il a une affinité pour des cellules de différents types. Dans le cas de notre adversaire ou ennemi, le coronavirus, c'est la cellule respiratoire qui est sa destination. Au moyen de récepteurs, elle s'y attache, elle y pénètre, littéralement, elle prend la commande de tous les appareils génétiques de la cellule pour synthétiser ses propres substances, ses propres protéines, dans le but de fabriquer littéralement de centaines de milliers, même des millions de nouveaux virus qui sortent de la cellule en causant la mort de celle-ci. Mais ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce coronavirus voisin ou un virus voisin de ce coronavirus. En passant à la grande catégorie des coronavirus, comprend les virus du rhume commun qu'on connaît tous et toutes.
Mais spécifiquement, celui-ci, ou cette variante, on l'a rencontré, c'est la troisième fois qu'on la rencontre. La première fois en 2002-2003, lors de l'épisode du SRAS. Ensuite, 2011-2012, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et bien sûr, l'épisode actuel. Ce que ces trois épisodes ont en commun, c'est le fait qu'un animal, la chauve-souris, est fort probablement et presque certainement le réservoir principal du virus, mais qu'il a besoin, cet animal, d'autres animaux pour faire le pont avec l'espèce humaine. Et il y a eu des participants à chaque fois. Cette fois, on parle beaucoup du pangolin et des marchés asiatiques d'animaux sauvages. D'ailleurs, ça a une importance réelle pour la cause et la suite des choses. Les modes de transmission très simples, vous les connaissez, les micro-gouttelettes de la toux, de l'éternuement, c'est pour ça qu'il faut prendre toutes ces précautions, qui soit vont directement dans l'arbre respiratoire d'une autre personne, soit se déposent sur des surfaces qu'on peut toucher et les transmettre à notre tour dans notre arbre respiratoire. Ici, une notion d'épidémiologie très importante. Vous avez vu plusieurs articles là-dessus, le fameux R0 ou RO ou O, les gens le disent de façon différente. C'est quoi? Ben, c'est chez une population nouvelle ou nouvellement affectée, le nombre de personnes que chaque personne infectée peut à son tour infecter. Alors, ici, on illustre un RO de 2. Alors, chaque personne peut illustrer 2 autres, et ainsi de suite, ce qui donne à la courbe épidémique ce caractère exponentiel qu'on connaît bien. Pour vous mettre en relation des virus les uns aux autres, le rho du coronavirus, celui-ci, est autour de 3. On pense qu'il est autour de 3. Il double à peu près de celui de l'influenza ou de la grippe classique. L'objectif de tout ce qu'on fait, c'est de ramener ce chiffre, donc le R effectif, le R réel d'une population maintenant qui est prise en charge, qui réagit, qui développe l'immunité, à un chiffre inférieur à 1, après surtout les interventions de santé publique et bien sûr l'immunité. Quand est-ce qu'on est contagieux? Bien, certainement pendant le moment où on a des symptômes. Je parlerai très brièvement des symptômes tantôt. Mais également, on sait maintenant, dans les jours précédant le début des symptômes, probablement 2 ou 3 jours, on est contagieux. Et bien sûr, à partir du moment où on commence à avoir des symptômes, on l'est pour plusieurs jours. Alors, ça fait partie des nombreuses incertitudes. Vous allez entendre ce mot souvent dans la présentation, le mot incertitude. Il y a beaucoup d'incertitudes dans cette situation. Et la période de contagion fait partie de ces incertitudes, mais on est quasi certain maintenant du fait que la contagion se fait ou peut se faire avant le début des symptômes. Vous connaissez ces mesures, on ne les reverra pas. Je pense que les gens sont très, très conscients, les appliquent en grande majorité. Et ce qu'on est en train de faire, pour employer un terme commun, et c'est un terme qui a gagné le monde entier, c'est aplatir la courbe. Mais là, il y a quelque chose d'important à communiquer. C'est que le but de cette manœuvre d'aplatir la courbe, c'est de protéger les capacités de notre système de santé. C'est de garder le sommet de la courbe à un niveau inférieur à ce qui déborderait les ressources d'un système de santé. Mais ça ne diminue pas vraiment le nombre total de cas, ça les étale dans le temps. Un peu comme si vous preniez une boule de pâte à modeler et que vous l'écrasiez avec votre main. Vous avez la même quantité de pâte à modeler, mais elle est plus étendue sur la table. C'est exactement ce qu'on fait avec ces mesures qui visent à aplatir la fameuse courbe et descendre notre fameux R à un niveau inférieur à 1. Et on y réussit. Je pense qu'il y a une bonne nouvelle à célébrer. On y réussit. C'est un papier récent d'un institut de Nouvelle-Zélande qui a fait la revue de plusieurs situations, qui montre que beaucoup de pays actuels et d'États actuels, dont la France, ici, le Québec, réussissent avec des débuts très difficiles. Vous voyez que le R initial du Québec était très élevé, à le ramener, pas encore assez, un peu plus de 1, mais il faut aller plus loin, il faut descendre plus bas qu'un 1. La France fait également bonne figure en ayant diminué son taux de transmission autour de ce chiffre de 1. Maintenant, il y a des conséquences à faire ce choix d'intervention, cet aplatissement de la courbe, l'isolement des gens, la distanciation sociale, comme on dit, ou j'aime mieux dire physique, parce qu'on est en train de communiquer socialement au moment où je vous parle. C'est que si on n'a aucune intervention, bien sûr, la population des gens susceptibles à l'infection baisse très rapidement parce que les gens deviennent infectés et la récupération se fait relativement rapidement, mais au prix d'une surcharge du système de santé et bien sûr de nombreux décès pendant cette période. Ce qu'on est en train de faire, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est d'étaler dans le temps le décours de l'épidémie, qui fait qu'il va y avoir plus de gens plus longtemps susceptibles à l'infection et exposés. Et donc, on crée un peu, involontairement, et c'est une conséquence de ce qu'on fait, on crée les conséquences, les circonstances qui favorisent, par exemple, une deuxième vague de l'épidémie. On va en dire quelques mots. Alors, il y a des leçons en 1918, la fameuse grippe espagnole qui, en passant, n'avait d'espagnol que le nom, parce que la seule raison pour laquelle on l'a baptisé ainsi, c'est que
les journaux espagnols pendant la Première Guerre mondiale n'étant pas censurés, ce sont ceux qui en ont le plus parlé, et les gens ont tout simplement automatiquement mis le qualificatif ou l'adjectif espagnol après la grippe, qui était un phénomène mondial qui a probablement débuté aux États-Unis, l'Europe avec la guerre, qui a finalement gagné le monde entier. Et je ne passerai pas les exemples de ces 4 villes parce que ce serait trop long, mais ils sont riches d'enseignements. On va prendre le meilleur et le pire. Alors, ces courbes montrent le nombre de décès en noir et ici en beige, les périodes d'application des mesures de distanciation sociale. Alors, vous voyez le plus mauvais élève, Philadelphie, qui a eu l'idée de faire une parade pour les bons de la victoire en plein milieu de l'épidémie avec des taux de décès absolument catastrophiques. Ils ont relâché les mesures, mais le dégât était fait dans la communauté. Et vous voyez ici à Saint-Louis, au contraire, on est intervenu beaucoup plus précocement, ce qui a empêché la courbe de monter plus haut, mais on a relâché peut-être un peu trop tôt. Et voilà une autre leçon importante. Et ayant relâché un peu trop tôt la mesure, ben, on a on a favorisé cette deuxième vague. Il y a une chose à noter, c'est que cette pandémie que nous vivons actuellement, qui est un événement majeur de l'histoire du monde, du siècle certainement, c'est la première pandémie à laquelle nous assistons, permettez-moi l'anglicisme, live. On ne s'est jamais arrivé qu'on soit capable de voir au jour le jour ce qui se produit, les chiffres qui varient, les interprétations qui changent, et surtout des cartes comme celle-ci, vous avez tous vu, sont constamment mises à jour. On n'a jamais connu ce genre de phénomène dans l'histoire de l'humanité. Les pandémies précédentes, même les plus récentes, étaient un peu vécues avec un décalage dans le temps. Il y a une autre leçon de 1918-1919 qui est pour moi excessivement importante, c'est la question des pays en développement, et particulièrement l'Afrique et l'Inde. On sait que la deuxième vague de 1918-19 s'est largement produite dans ces continents et dans le sous-continent indien, et il faut prévoir que la même chose va probablement se produire avec cette pandémie. Et on peut même envisager des conséquences directes, bien sûr, sur la sécurité du monde. Vous avez bien sûr tous vu la grande phase des migrations lors de différents conflits armés, État islamique et autres, mais le climat génère actuellement son flot de réfugiés. Et on peut malheureusement, compte tenu du fait que ces continents sont très peu préparés et capables d'affronter la pandémie, ayant moins de ressources que nous, on peut craindre une autre vague, une autre grande migration, celle-ci liée à la pandémie. Rapidement sur les symptômes, je pense que vous les connaissez. Vous avez probablement même connu des gens qui ont été atteints de la maladie, la toux, la fièvre, les difficultés respiratoires et une grande fatigue qui est présente également dans l'influenza, mais les malades qui récupèrent du coronavirus décrivent ça de façon très détaillée et très éloquente. Et plus le temps passe, plus il y a de patients, plus on en connaît, et plus on connaît de choses surprenantes. D'ailleurs, ici, vous voyez que tout le corps humain, maintenant, a des manifestations d'infection au coronavirus. La question de la perte de l'odorat est remarquée depuis le début, elle est très apparente maintenant, mais il n'y a pas un organe, il n'y a pas un système dans le corps qui n'est pas, de quelque façon que ce soit, atteint. Voilà ma première introduction au grand concept d'incertitude, et c'est un autre message avec la solidarité que j'aimerais laisser, c'est l'immense quantité d'incertitude dans cette situation que nous vivons actuellement. On sait que la grande majorité des cas ont des symptômes légers, très légers ou modérés au maximum, et même on pense jusqu'à 20 ou 25% de personnes infectées n'ont aucun symptôme. Ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'il y a peut-être, je dirais pas probablement, mais peut-être des gens qui écoutent cette présentation qui ont été infectés par le coronavirus sans véritablement s'en rendre compte ou en pensant qu'il s'agissait de petits symptômes passagers. C'est très important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaît pas ou on connaît très peu l'ampleur réelle du phénomène. Et beaucoup de choses qu'on dit, qu'on fait, sont basées sur les informations, donc par définition, très incomplètes. Il y a malheureusement des décès dans cette maladie, soit par pneumonie bactérienne suite à la pneumonie par le virus, mais également on se rend compte maintenant par le déclenchement de ce qu'on appelle l'orage immunitaire. C'est une réponse immunitaire qui est exagérée au moyen de certaines substances que notre corps fabrique pour se défendre de l'infection, mais là c'est déréglé et nos organes eux-mêmes deviennent atteints par cette réponse immunitaire. C'était le cas d'ailleurs en 1918, on le sait maintenant à rebours, en rétrospective, et il y a de la recherche actuellement qui porte spécifiquement sur la façon de bloquer cet orage immunitaire. Maintenant, la conséquence de ce phénomène, c'est que c'est pas facile, c'est jamais facile de faire un vaccin parce que vous devez doser exactement la réaction immunitaire que vous voulez produire avec les bons antigènes, mais également vous ne voulez pas que cette réaction immunitaire s'emballe et crée ce genre de phénomène. C'est la raison pour laquelle
c'est loin d'être simple de faire un vaccin, on le sait, et particulièrement dans cette situation. Alors, quand est-ce qu'on aura un vaccin? On ne le sait pas. Alors, moi, je préfère dire on ne le sait pas que dire des choses qu'on ne sait pas vraiment. On sait comment faire. Il faut présenter les antigènes pour produire des anticorps, mais c'est un processus qui est complexe, très délicat, et je viens de l'expliquer, il n'y a rien d'automatique là-dedans. Ce n'est pas garanti que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, il va y avoir un vaccin. On l'espère tous. Beaucoup d'équipes y travaillent. Mais compte tenu de ce que je viens de vous montrer, vous voyez la complexité de la chose. L'effort de recherche qu'on connaît actuellement est sans précédent. Je voudrais vous faire remarquer que les premiers cas semblent être apparus en décembre. Fin décembre, 31 décembre, un signalement nous venant de la Chine. Et déjà en janvier, on connaissait le génome, c'est-à-dire le code génétique du virus. Et il y a actuellement de grands nombres de recherches très concrètes sur différentes solutions de vaccins. En fait, c'est beaucoup plus que 39. Maintenant, il y a près de 75 vaccins potentiels. Les anticorps, qui pourraient être une façon également de traiter les gens les plus atteints, les médicaments antiviraux, et bien sûr, y compris le réexamen d'anciennes molécules. Vous avez bien sûr en France beaucoup discuté de la chloroquine et l'hydrochloroquine, qui est un médicament contre la malaria. Donc, on regarde à rebours ces anciens médicaments pour voir s'ils pourraient s'adapter au COVID, ou à la COVID. Alors, les antiviraux, il faut tout de suite dire quelque chose, c'est qu'on n'a pas beaucoup de cibles. Vous avez vu à quel point c'est simple un virus, donc il y a très peu de mécanismes. Et les mécanismes que le virus utilise sont communs avec ceux de la cellule normale. Donc, les risques de toxicité sont élevés et les risques, ou plutôt les capacités d'agir ou d'intervenir, sont en nombre limité. Le principal candidat actuellement, c'est celui-ci, le remdesivir. Mais pour vous donner une idée de l'application pratique de cela, le remdesivir s'administre par voie intraveineuse, une perfusion de 10 jours. Et imaginez la complexité de produire cette molécule à une échelle globale. Ce qu'on sait, c'est qu'il est possible, je dis bien possible, parce que comme d'habitude, les études sont en contradiction, que ça ralentisse ou que ça raccourcisse la période la plus critique, notamment le séjour aux soins intensifs. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres intervenants. Donc, vous avez le débat sur la chloroquine, vous y avez assisté, vous y avez participé. Je ne pense pas qu'on a besoin d'y ajouter. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs de risque pour les complications, pour les gens qui ont des manifestations plus graves, l'âge avancé certainement, sexe masculin, les facteurs socio-économiques qui sont dus d'abord au fait qu'être plus pauvre, ça rend plus malade en partant, mais également que lorsqu'on est entassés les uns sur les autres, comme dans les bidonvilles ou les grandes mégalopoles des pays en développement, bien sûr, ça favorise la communication et la transmission du virus. L'hypertension artérielle semble être un facteur de risque. Le tabagisme, c'est curieux. On a vu récemment des articles qui montraient que ça pourrait être protecteur, mais ce n'est pas un encouragement à fumer, je m'empresse de l'ajouter. Les autres problèmes médicaux, notamment ceux qui réduisent l'immunité, par exemple, être traités par chimiothérapie pour le cancer, certainement, ça augmente notre vulnérabilité. La question de l'âge, sur la question de l'âge, il faut préciser quelque chose. Oui, les décès sont surtout vus chez les gens très âgés, je dis bien très âgés, mais il y a des malades parmi les plus jeunes aussi. Et parmi les séjours aux soins intensifs, il y a un pourcentage quand même appréciable de gens, disons, de moins de 60 ans. Alors, c'est faux de dire que c'est une maladie des personnes âgées. C'est une maladie qui touche tout le monde, y compris les enfants. On parlera tantôt un peu des enfants, mais qui tue davantage les personnes affaiblies, notamment les personnes très, très âgées. Alors, comment est-ce qu'on parle nos sociétés sur le plan du vieillissement? C'est imparfait parce que les données ne sont jamais présentées de la même façon. C'est un des problèmes lorsqu'on fait ce genre de travail, c'est de comparer les données qui sont récoltées de façon différente d'un pays à l'autre. La fameuse pyramide des âges de la France ici et du Québec. On a au Québec une société vraiment très vieillissante et d'ailleurs c'est un grand défi économique pour le Québec au-delà de la pandémie actuelle qui rend la société un peu plus vulnérable que d'autres. Alors la question de la prise en charge, je ne dirais pas du vieillissement parce que le terme a changé de signification au cours des années. Quand j'étais en formation médicale, lorsqu'on parlait d'un patient de 65, 70 ans, on parlait d'un patient âgé. Et maintenant, on ne dit plus ça. On parle du très grand âge, des gens de 80, 85, 90, même des centenaires. Et on voit que les milieux institutionnels où on retrouve ces gens dépendants qui ont besoin de soins, notamment de soins médicaux, sont fortement affectés partout dans le monde par le phénomène. Vous avez ici un chiffre, une donnée québécoise récente qui montre l'écart de mortalité entre ce que nous, on appelle les CHSLD et ce que vous, en France, vous appelez les EHPAD, par rapport aux résidences de personnes âgées autonomes et aux résidences tout court, au domicile des gens. Alors, vous voyez que l'écart est important.
Maintenant, on peut dire que plus de 50% des décès de la plupart des pays développés se situent, je pense que la France a basculé au-delà de 50% au cours des dernières semaines, se situent dans ces milieux de soins pour les personnes très âgées. Alors, les données. On a un gros problème d'incertitude pour les données. Et je vous rappelle ce principe que beaucoup oublient, parce qu'on vous donne des chiffres. Il y a tant de malades, il y a tant de décès. Mais pour avoir du sens, un chiffre doit être comparé à un autre. Par rapport à quoi? Alors, quel est le nombre réel de personnes infectées? On en a dit un mot tantôt. Quel est le pourcentage de gens asymptomatiques? Quelle est la nature et la durée de l'immunité? On pense qu'il y a des anticorps qui vont être efficaces, mais pour combien de temps? Par analogie, on pense peut-être 2 ou 3 ans, mais ça non plus, on ne le sait pas. Les enfants, encore un mystère, les enfants. Oui, ils sont atteints. Il y a même des formes assez particulières et plus rares qui ont été décrites chez les enfants, notamment en France, mais également récemment ailleurs. Le mystère à éclaircir, et on y arrive bientôt, c'est jusqu'à quel point les enfants sont-ils des réservoirs de transmission pour le virus. Il y a, comme vous pouvez vous l'imaginer, une conséquence importante sur les politiques publiques qu'on met en place. Quel est le caractère saisonnier? On sait tous que la grippe, quand il fait chaud, quand il fait beau, elle s'en va, puis elle revient quand il fait froid. Alors, est-ce que c'est le cas pour ce coronavirus? Peut-être, j'insiste, peut-être, on ne le sait pas vraiment. Quel est le nombre réel de décès? Ça semble incroyable, mais on ne connaît pas vraiment le nombre réel de décès dus au coronavirus. Encore une fois, on parle de façon un peu superficielle. Et je suis assez frappé, moi, de la grande assurance des gens qui interviennent dans ce dossier. Que ce soit des médecins, que ce soit des membres de gouvernement, où apparemment tout est dit de façon très péremptoire et affirmative, alors qu'il y a une énorme quantité d'incertitudes dans la situation actuelle, toujours ce petit diable du dénominateur qui nous joue toujours des tours. Alors c'est ce que j'appelle, moi, l'iceberg des données. On parle beaucoup des cas, bien sûr, des décès, des maladies sévères, et il y a toute une gamme de manifestations des plus légères aux plus graves, et une base de la pyramide qui sont les cas sans symptômes du tout. Alors, on ne sait pas assez. On sait de plus en plus, on sait plus rapidement, mais on ne sait pas tout. Loin de là. Prenez l'exemple de l'estimation du nombre de décès. Voici une diapo qui nous vient d'Europe. Il y a un site en France. Je pense que M. Joanneau me disait qu'il était en Alsace. Alors, pas loin de là, il y a cette région qui a fourni des données pour cette étude. Ce qu'on voit ici, ce sont d'abord les barres grises qui constituent le nombre de décès pour la même période l'an dernier dans ces endroits. Ensuite, vers la droite, vous avez en orange plus foncé le nombre de décès qui ont été, pardonnez-moi les guillemets, étiquetés COVID, et les décès supplémentaires qui ne sont pas étiquetés, mais dont on peut soupçonner qu'ils sont fortement représentés dans la population infectée par le virus. Alors, vous voyez l'écart immense entre ce qu'on pense mesurer et la réalité, et on voit ça partout dans le monde. Alors, les gens font ce genre d'études un peu partout. Dans le New York Times, récemment, on a fait des recherches de mortalité brute, globale, même en regardant le nombre d'enterrements en Indonésie. C'est pour vous montrer à quel point les données, il faut les prendre de façon parfois les plus grossières possibles, et elles sont parfois plus exactes que les autres, où on compare la moyenne historique des décès au cours de l'année par rapport à ce qui est en train de se produire. Alors, vous avez l'Angleterre, Pays de Galles ici, vous avez la France. Alors, il y a certainement un excès de mortalité. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il s'agit de décès qui venaient de cette partie de la courbe et qui ont été rabattus maintenant? On va le savoir à la fin de l'année, lorsqu'on pourra regarder rétrospectivement l'évolution de ces courbes. Alors, le message qui est venu de l'OMS est le bon. C'est l'autre message majeur de cette présentation. C'est l'important de tester les gens. La capacité de tester les gens est absolument cruciale pour comprendre le phénomène, le mesurer et surtout agir logiquement. Idéalement, il faut aller plus loin que le testing uniquement des personnes avec des symptômes. Je pense que beaucoup de gens commencent à le faire, notamment dans les milieux de personnes âgées. Il y a des études qui sont faites de plus en plus de tests, parce qu'il y a le test des virus, mais il y a le test des anticorps également, qui permettent d'avoir une idée, je dis bien une idée, de la situation de l'infection dans des communautés comme des villes, comme Gangelt en Allemagne, par exemple. Mais avoir un test, ça ne sert à rien si on ne s'en sert pas. Alors, avoir un test, ça signifie également disposer des capacités de surveillance épidémiologique, mais également de traçage des personnes infectées et de leurs contacts. Alors, les capacités en testing varient bien sûr selon les pays, et encore une fois, les données nous jouent des tours, parce qu'ici, on regarde le nombre total de tests par 1000 habitants, et ici, on regarde des personnes testées par 100 000. Alors, vous voyez, là, on a un problème de correspondance. En admettant qu'on ne fait qu'un test par personne, ce qui est loin d'être toujours exact, on voit les écarts importants. Je dirais que certainement que la France et le Royaume-Uni ont des défis importants à relever sur le plan du testing. Au Québec, on fait mieux un peu. On n'est pas si mal au Canada, mais on n'a pas encore développé. On est en train de le faire.
cette approche beaucoup plus large au testing, y compris dans certains milieux plus vulnérables. Je reviens encore sur la question des milieux de personnes âgées. Alors, si on veut agir à grande échelle, ben, c'est assez simple. Hein? Il faut trouver les gens infectés. Chaque personne infectée, il faut l'isoler. Et ensuite, il faut retracer les contacts de chacune de ces personnes en remontant dans le temps, de façon à retester ces personnes et ainsi de suite. C'est comme ça c'est fastidieux, c'est long, c'est beaucoup de travail, c'est laborieux, mais c'est de cette façon qu'on réussit à contrôler une épidémie. Maintenant, ça prend du monde et il y a une firme de consultants qui s'appelle Oliver Wyman qui a fait un travail que je trouve fort intéressant, que j'ai vu récemment, qui a estimé de combien de personnes on parle, combien de personnes ça prend pour faire des enquêtes de suivi et de traçage. Alors, Oliver Wyman a estimé que c'était 2 équivalents temps plein par personne infectée pendant 2 semaines. Donc, aux États-Unis, ça correspond à de 30 à 55 000 personnes de plus, parce qu'encore une fois, il y a l'incertitude, uniquement pour faire ces études épidémiologiques essentielles. Et j'ai vu passer dans les journaux français que je suis assidûment, là, le chiffre de 30 000 également, à l'échelle de l'Hexagone. Maintenant, si on n'a pas les ressources ou on ne peut pas les développer, les ressources pour faire ça, ben, l'alternative, bien sûr, ce sont ces applications avec lesquelles je crois qu'il faut être excessivement prudent. Bon, il faut se méfier un peu de nous. Les humains, on est inquiets pour notre sécurité physique, donc on est prêt à accepter de fortes encoches à nos libertés qu'auparavant on n'aurait jamais acceptées. Et il faut savoir que lorsque les gouvernements, avec les meilleures intentions possibles, mettent des choses en place de façon, ouvrez les guillemets, temporaire, fermez les guillemets, mais elles ne sont pas toujours véritablement temporaires. Alors ici, il y a une attitude de vigilance qui est excessivement importante. On essaie de mesurer où on en est par rapport à la fameuse immunité collective. Vous avez entendu parler de ce terme-là également. Pour ce virus, ce sera lorsque 60 à 70 des gens auront acquis l'immunité. Et on a quelques études qui montrent, en fait, et elles sont très imparfaites, ces études, elles ont été critiquées, on est encore loin de la fameuse immunité collective. Donc, les pays qui parient là-dessus ou uniquement là-dessus, et d'ailleurs, ça a été soulevé, font, à mon avis, un calcul qui peut être très risqué. Il faut donc développer et définir des conditions gagnantes pour réussir. Ça, c'est un clin d'œil politique québécois que j'ai mis là. Les Québécois à l'écoute savent de quoi je parle. Les conditions gagnantes pour déconfiner ou lever les mesures de confinement. Certainement une épidémie sous contrôle, cas en déclin depuis 14 jours. Et j'y reviens encore. Il faut savoir qu'on a la capacité du testing le plus généralisé possible et qu'on a la capacité d'une surveillance centralisée pour les futures éclosions qui auront lieu de façon à ce qu'on puisse intervenir rapidement. Également, le déclin marqué des infections chez les intervenants et intervenantes du domaine de la santé. Disposer d'endroits de récupération, on ne dit plus quarantaine, on va dire quatorzaine maintenant, je crois, et toujours mesurer l'impact de ces mesures sur la santé et l'emploi. Le cas des écoles est très particulier. Il y a des débats, y compris au Québec et ailleurs. En France, je vois tous les jours des articles sur la question des écoles. Alors, on est pris un peu entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, on veut que les enfants, particulièrement les plus vulnérables, aient accès à la scolarisation le plus rapidement possible, parce que l'absence ou le retrait de la scolarisation a elle-même des conséquences santé et des conséquences personnelles qui sont très négatives. D'un autre côté, si les enfants agissent comme vecteurs de transmission, on doit être prudent. Alors, c'est pour ça qu'on n'aura probablement pas des salles de classe comme ça, mais des salles où les bureaux seront plus éloignés, ce qui, en passant, va causer des problèmes majeurs d'organisation physique et de personnel. Alors, les épidémiologistes essaient de faire des scénarios. C'est toujours risqué de faire des scénarios. Ce que les gens disent, c'est qu'il faut probablement apprendre à vivre avec ce virus. Donc, ce que je vous dis en clair, c'est qu'il n'y a pas de miracle au coin de la rue. Là, je pense qu'il va falloir continuer les efforts dont je vous parlais. On voit qu'on a du succès. Le scénario historique, le scénario 2 ici, c'est le scénario style grippe espagnole avec 2 phases très rapides, très élevées, très mortelles. En 18-19, c'est la deuxième phase qui a été la plus mortelle. Et par la suite, d'autres phases dans les mois qui suivent. Le scénario 1, ben, c'est une phase actuelle suivie de multiples vaguelettes, c'est comme ça, qui chaque fois nous mène à du reconfinement, à du ralentissement économique. Et le scénario 3, c'est la même chose, mais à plus long terme encore. Alors, vous voyez que c'est pas joyeux, mais je pense qu'il faut voir la réalité en face, à moins d'une découverte surprenante et rapide, et de la capacité de la mettre à l'échelle globale, ce qui est l'autre question essentielle. Il faut croire que notre espèce, l'humanité, va vivre avec ce virus un bout de temps. Maintenant, toute pandémie, je vous rassure, aura une fin. Bon, faute de participants, on espère que ce ne sera pas le cas cette fois, certainement pas. Par l'acquisition de l'immunité, bien sûr, par les anticorps, les fameux anticorps, soit parce qu'on a été exposé au virus, qu'on le sache ou pas, soit par vaccination, qui est encore une fois la véritable sortie de cette crise, la vaccination.
J'ai trouvé cette illustration du Forum économique mondial très intéressante parce qu'elle montre le lien étroit. C'est pas l'économie ou la santé, hein? C'est pas si simple que ça. L'économie, c'est la santé, c'est l'économie. Plus les mesures sont efficaces sur le plan médical et épidémiologique, plus elles ont naturellement des impacts économiques. C'est presque une mesure en miroir. Alors, il faut être conscient de ça, d'autant plus que le ralentissement économique, le chômage ont des conséquences sur la santé. Alors, quand on dit qu'il faut choisir entre l'économie ou les vies, c'est pas si simple que ça. L'économie, c'est pas des actionnaires anonymes dans un château quelque part, c'est des familles, c'est des gens qui travaillent, ce sont les milieux de vie. Et on sait que l'état de santé de la population n'est pas déterminé uniquement, en fait, pas du tout, par le milieu de soins. Le système de soins compte pour environ 25 de ce qu'on appelle les déterminants de la santé, l'environnement social et économique beaucoup plus. Et vous voyez ici la question biologique et génétique. Il y en a d'ailleurs question sur le coronavirus. Et on a du recul, par exemple, les pays de l'Union européenne qui ont connu des augmentations importantes du taux de chômage ont vu augmenter la mortalité suite à l'alcoolisme et d'autres pathologies, notamment celles qui touchent la sphère de la santé mentale. Alors, c'est pas vrai que c'est l'économie ou la vie. L'économie, c'est aussi la vie, et la vie, c'est aussi l'économie. Maintenant, on vit et on va vivre la plus grande récession depuis 1929. Et là, il y a une petite guerre d'alphabet ou une interrogation sur l'alphabet. On aurait tous aimé voir une récession en V, dans laquelle on rentre et on sort rapidement. Ça n'arrivera pas. Maintenant, on doit espérer une récession en U, c'est-à-dire un creux qui se prolonge un peu dans le temps, mais qui nous permet de revenir au niveau antérieur. Mais compte tenu de ce que je vous ai montré, les scénarios tantôt, le scénario en W avec de nouveaux épisodes de ralentissement économique est également possible. Et le plus mauvais scénario, c'est bien sûr le scénario en L avec une dépression, une déflation profonde de l'économie qui serait très dramatique. Classiquement, on combat ce qui se produit au ralentissement par la dette. Les pays sans dette, ça a été la réponse la plus rapide, par les méthodes budgétaires également. Mais maintenant, ce qu'on fait aussi, et ce qu'ont fait les grandes banques centrales lors de la crise de 2008-2009 et qu'elles refont allègrement actuellement, c'est d'imprimer de l'argent littéralement. J'ai trouvé cette citation de M. Artus de Natixis dans Le Monde récemment très juste. Ce n'est pas la dette qui finance la crise, mais la monnaie. Normalement, on craindrait l'inflation, mais les économistes ne sont plus sûrs si l'inflation va véritablement être une conséquence de cette politique qu'on vit actuellement et qui est réelle. Alors, les utopies d'autrefois prennent forme. Hein. On imprime de l'argent. Keynes serait très surpris de nous voir faire actuellement. Des leaders financiers comme le président de BlackRock nous parlent d'urgence climatique, avec raison, parce qu'il y a un risque économique associé à la question climatique. Et l'idée d'une forme de revenu de base, je dis bien une forme de revenu de base. Je ne pense pas que la forme complète, universelle, voit le jour, mais une forme de revenu de base, comme on voit chez nous. Ça vient d'être introduit par le gouvernement fédéral. Et ailleurs également, elle fait son chemin. Et elle est basée sur les pyramides des besoins humains et l'évidente instabilité du marché du travail qui est particulièrement illustrée par cette pandémie, de sorte qu'il faut donner aux gens la possibilité non seulement de survivre, mais de survivre avec sécurité et avec dignité. Et je crois que ces discussions, oui, elles ont semblé utopiques, mais je crois qu'elles vont reprendre et elles vont se poursuivre. Alors, les conséquences de tout ça, ben, moi, je suis très intéressé plus récemment par ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, l'être humain, il a tendance à rechercher en anglais du pattern, il recherche du sens. Il veut trouver parfois du sens. Et parfois, artificiellement, il crée ce sens ou ce pattern. Ou il veut confirmer les opinions qu'il a ou qu'elle a préalablement. Alors, si on est un grand militant anti-mondialisation, on annonce fortement et de façon très péremptoire la fin de la mondialisation. On sait maintenant que non. La mondialisation, oui, était un des éléments qui, par la liberté des échanges, a peut-être participé à la pandémie, mais elle va être également une partie de la solution, il n'y a aucun doute. Les échanges entre les scientifiques, entre les économies, vont être pas moins nécessaires, au moins aussi nécessaires. La fin des énergies fossiles, bon, c'était un processus lent et progressif qui, je crois, a été enclenché, mais dès que la demande va réapparaître, les prix vont augmenter et on va voir que, comme beaucoup le prévoient, elles ne s'éteindront pas du jour au lendemain, mais on peut penser que ce déclin va peut-être s'accélérer et se poursuivre. Bon, la fin du capitalisme, je crois pas. Hein. Le capitalisme a apporté bien sûr son lot d'excès et d'erreurs, mais également son lot de liberté et de développement pour le monde. Il faut se garder de faire ce genre de prédictions. Certainement, on va les entendre encore. On va entendre dire également que les déficits et la dette, ça n'a plus aucune importance pour les pays. Oui, on va l'entendre, mais un jour ou l'autre, la facture arrive. Et ça, c'est une grande réalité de la vie.
on va dire, ben, c'est la fin du multilatéralisme. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus parce que on est dans un monde qui change. Il y a certainement un nouveau monde qui va sortir de tout ça. Mais le multilatéralisme, c'est une partie essentielle de ce qui relie les pays sur la planète. Alors, il faut y prendre soin. J'ai trouvé cette autre parole de M. Fontcave dans Le Monde. Vous voyez que je suis un lecteur assidu du Monde. La vérité, c'est qu'il n'y aura pas de transition énergétique et écologique sur un champ de ruines. Et malheureusement, on entend ces paroles. On va tout démolir, on va repartir à zéro. Mais c'est pas comme ça que ça va se produire. C'est pas comme ça que ça peut se produire et c'est pas comme ça que ça doit se produire non plus. Il faut voir un monde qui va se transformer possiblement de façon accélérée. Si on regarde la question du multilatéralisme et du nouveau monde dans lequel on est passé d'un monde monopolaire presque avec les États-Unis triomphant à partir du début des années 90, mais ce qu'on a maintenant, et plusieurs le disent, c'est un monde multipolaire dans lequel le défi sera de préserver les institutions multilatérales de collaboration, avec bien sûr l'immense bloc américain qui va rester énorme, le bloc asiatique, et lorsqu'on parle de ça, on parle surtout de la Chine, l'Inde, et l'Europe. J'attire l'attention de nos amis qui assistent à cette conférence vidéo en disant que l'Europe a la taille critique pour devenir un joueur majeur du monde multipolaire. Encore faut-il qu'elle joue ce rôle de façon cohérente. Et je pense que c'est un défi qui est lancé à l'Europe par la situation actuelle. Sinon, si l'Europe se fragmente, mais elle ne deviendra qu'un des petits éléments. On est, nous, au Canada, un élément assez périphérique, comme l'Australie, etc. Et ce serait dommage de manquer cette occasion, non pas de maintenir, mais d'augmenter l'influence globale de l'Europe dans le nouveau monde multipolaire dans lequel nous allons entrer. Il y a des grands arbitrages, et il faut en parler, c'est pas blanc ou noir, il n'y a rien de blanc ou noir. Il faut naviguer dans l'incertitude constante. Alors, les mesures de distance, on le sait, on le voit, ont des conséquences directes sur l'emploi, l'économie. L'isolement, notamment des personnes âgées, a un impact sur la santé. Le contrôle de l'épidémie entraîne des enjeux sur les libertés et les suivis par l'application. Il faut en être conscient et les discuter ouvertement. Il y a des gens qui ont besoin de traitements médicaux pour autre chose que le COVID ou la COVID. Il faut leur donner des soins. Je pense aux gens atteints de cancer ou de maladies chroniques, par exemple. Il y a des inégalités qui sont révélées, et préexistantes, mais révélées, par exemple, dans l'accès au TI. C'est facile à dire aux gens, on va faire un webinaire comme on fait maintenant, ou au lieu d'aller à l'école, tu vas prendre une formation par Internet, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ces technologies, et je parle même pas des pays en développement, y compris dans nos pays. Et même, on l'a vu, et des études ont montré déjà que les gens plus fortunés ont plus d'accès et de choix pour les mesures d'isolement que les autres. La relance économique et l'endettement, la création de monnaie et l'inflation, on en a parlé tantôt, et l'impact sur les finances publiques, ce sont des grands arbitrages à faire, il faut en parler. Et bien sûr, je reviens sur cette question de la solidarité internationale. Tout ça pour vous dire que quel genre d'État, je pense que l'État revient en grâce, hein, on peut le dire, mais quel État voulons-nous après la crise? Là, il faut se méfier des pendules qui vont trop fort d'un côté à l'autre. Belle parole de Paul Valéry, si l'État est trop fort, il nous écrase, mais s'il est trop faible, nous périssons. Il y a, sur le plan de la gouvernance des États, il me semble quelque chose qui émerge actuellement et qui pourrait faire l'objet de travaux communs entre le Canada, le Québec et la France, c'est, il semble-t-il, avoir un avantage pour les systèmes plus décentralisés, que ce soit des systèmes fédéraux, l'Allemagne, le Canada, bien sûr l'Australie. Les États-Unis, j'ai mis un petit astérisque parce que, disons que le message est parfois un peu trouble. Les grandes villes, Montréal et Paris, ont des rôles majeurs à jouer. Les leviers, parfois, plus efficaces, y compris pour les États sous-nationaux ou fédérés, que les grands États nationaux. Alors peut-être est-ce un sujet de réflexion pour la France, pour tout le monde, mais peut-être pour la France qui a créé ces grandes régions, qui ont donc des masses critiques importantes et qui pourraient, et je pense qu'on le voit actuellement, du moins selon ma lecture des médias français, certaines régions qui développent des initiatives qui font école et qui illustrent que ces expériences multiples ont une valeur également. Alors, ces gestes sociaux qui nous sont si communs, j'espère qu'on ne les oubliera pas. Il va certainement falloir un jour les réapprendre. Je pense qu'on va rester tous craintifs de se retrouver dans un endroit comme ça pour quelque temps. L'expertise et la science sont de retour. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on est en train, parce que cette pandémie se déroule en direct, on est en train de découvrir les grandeurs et les misères de la découverte scientifique. On est habitué de ne connaître que le résultat final de la découverte. On a découvert tel médicament, ou telle façon d'agir. Mais le processus de la recherche et de la découverte, c'est un processus qui est laborieux, difficile, où il y a des gens qui s'opposent, des gens qui discutent. On est en train de découvrir un peu en flagrant délit ce à quoi consiste l'approche scientifique ou la découverte scientifique. Donc, c'est normal. Il y a encore une fois cette incertitude et la possibilité d'échec. Parfois, de ne pas trouver est un résultat de la recherche également. Il faut savoir ça.
Et encore une fois, les choix sont à faire, mais toujours dans les zones d'incertitude. Ce ne sont pas des choix qui sont noirs ou blancs ou binaires, malgré ce qu'on parfois on peut entendre. C'est des choix qui sont très complexes et qu'il faut savoir bien évaluer. Et on dit toujours, je m'excuse de l'expression en anglais, on dit qu'il faut prendre des décisions evidence-based, mais des fois, on devrait peut-être mieux dire evidence-informed. Parce que, par exemple, prenez la question des écoles. On pourrait dire sur le plan de la preuve scientifique, ben, il faut garder les enfants éloignés des écoles. Mais le gouvernant qui regarde ça a conscience de façon plus large, ou la gouvernante a tendance à regarder la question de façon plus large et constater l'impact social très négatif de l'éloignement des enfants, surtout de milieux socio-économiques plus difficiles, de la scolarisation. Donc, il va prendre ou elle va prendre une décision qui sera informée par la science, mais peut-être pas entièrement basée sur la science. Et je pense qu'il faut avoir conscience de cette réalité également. Et la question s'adresse à tout le monde. Quelle est notre tolérance à l'incertitude? Il y a des prises de conscience. Moi, cette photo-là, j'y reviens tout le temps parce qu'elle me fascine. La photo de Venise, là, où on voit le fond des canaux à Venise. Je ne sais pas depuis combien de temps les humains n'ont pas vu le fond des canaux de Venise. Est-ce qu'il n'y a pas un message très, très puissant là-dedans? Même chose pour les dauphins qu'on voit maintenant dans le Bosphore avec ces eaux maintenant turquoises. Ça fait longtemps que les êtres humains n'ont pas vu ça. Moi, je souhaite qu'on en arrive avec une vision beaucoup plus intégrée de la société où les blocs ne sont pas séparés, mais en relation constante les uns avec les autres. C'est pas la santé ou l'économie ou l'environnement ou l'équité. C'est tout ensemble et tout étant relié. Je pense qu'on en a une démonstration éclatante au cours de cette pandémie. Et bien sûr, au centre de tout, la capacité d'éduquer, d'éducation, de la formation qui nous permet de faire évoluer notre société. Il y a pour la France, le Québec et le Canada des zones de collaboration et de partage d'expériences qui m'apparaissent très importantes et prometteuses. J'espère qu'on y viendra suite. Dans la résilience et la préparation, bien sûr, aux pandémies, la question des stockages, par exemple, il y en a amplement question en France. La question du multilatéralisme et solidarité internationale, il est possible que la France et le Canada se retrouvent en position un peu, peut-être pas dominante sur cette question. Il faut rester à mon avis, orienté vers la coopération internationale, l'entraide, la solidarité. Et voici nos deux pays comme étant des amis naturels sur cette question. La transition verte également est une opportunité économique. Il ne faut pas en exagérer les vertus. On ne fera pas de passage direct et comme un commutateur d'un type d'économie à l'autre, mais cette transition, elle est en cours et je pense qu'on peut profiter de l'occasion pour l'accélérer, notamment avec des transports collectifs plus verts et d'autres méthodes visant à favoriser la réduction des gaz à effet de serre et des changements climatiques. La prise en charge du grand âge, elle est non résolue partout. Partout, je vois, là, en Angleterre, aux États-Unis, ailleurs en Europe, la question des gens non pas âgés, mais de très grand âge est un problème majeur. Comment s'en occuper? Alors qu'ils ont des besoins physiques importants, comment s'en occuper de façon optimale? Voilà donc une autre réflexion qu'on pourrait avoir entre la France et le Québec, entre nos EHPAD et nos CHSLD, où on le voit, les situations tragiques se ressemblent. La question des régions et des villes, de la gouvernance des États, à mon avis, est un travail commun intéressant et prometteur pour la France, le Québec et le Canada. Et voilà peut-être une des leçons de cette crise. Alors voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop débordé mon temps. Certainement que je l'ai fait. Mais... Merci Philippe. On va s'arrêter là au niveau des questions. Il me reste bien sûr à remercier tous les participants en grand nombre pour cette activité webinaire organisée par la Chambre de commerce France-Canada. Je laisserai le mot de la fin à Daniel, président de la Chambre de commerce France-Canada. Daniel, la parole est à toi pour clôturer ce webinaire. Voilà, Daniel. Je remercie beaucoup, Monsieur Philippe Couillard, pour cette présentation très, très riche, pour ce regard qui est à la fois celui du médecin et celui de l'homme d'État. Présentation extrêmement utile pour nous. Je retiens aussi qu'il y a là un champ vaste pour une coopération Canada-Québec-France. Et quand le moment de la reprise, le déconfinement d'abord, ensuite la relance économique, quand ce moment viendra, si, Monsieur le Premier ministre, vous avez l'occasion de venir à Paris cet automne ou cet hiver, je crois que nous serions très heureux à la Chambre de commerce France-Canada de vous inviter de nouveau et de vous interroger sur un premier bilan de cette reprise au Canada et au Québec, et aussi sur la façon dont les entreprises françaises
pourraient être associés au programme de coopération que ce combat commun contre cette pandémie nous conduit à mener et que nous continuerons à mener dans les mois qui viennent. Donc, encore un immense merci et merci à tous les participants de l'intérêt qu'ils ont porté à ce webinaire organisé conjointement par la Chambre et par Delton Canada. Et un bonjour fraternel à la France. Bonjour fraternel au Québec et au Canada. Allez, au revoir. Bonne journée à vous tous et portez-vous bien.